Une semaine de plus s'est écoulée, et le Titan X est hors de contrôle. Ni Monarch ni Apex n'ont réussi à le contenir, et son lien avec Kate ne semble pas être un fantasme dû à son ivresse. Dans cet épisode, intitulé Furusato, Kate va découvrir son nouveau but, mais elle devra en payer le prix fort. Quand l'humanité veut contrôler l'incontrôlable, des gens meurent, et bien souvent, ceux qui essaient de faire ce qui est juste finissent par souffrir plus que les méchants. Avant d'entrer dans la confrontation avec le Titan, nous tenons à remercier les membres du club Elite N-Minutos pour leur soutien. Si tu veux faire partie de la famille, il te suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous. La narration nous transporte dans la ville de Tokyo, en 1990. Là-bas, nous retrouvons Hiroshi, qui essaie d'avoir une brève conversation avec sa petite fille au téléphone, lui chantant doucement une chanson pour l'aider à s'endormir, à distance. Cependant, au milieu de la mélodie, une infirmière l'interrompt brusquement pour l'informer qu'ils sont déjà prêts à le recevoir. À cet instant précis, il n'a pas d'autre choix que de raccrocher, laissant la petite fille plongée dans la tristesse de ne pas avoir pu terminer la chanson ensemble. Après avoir suivi l'infirmière, nous comprenons la raison de sa présence à l'hôpital. Son autre enfant vient de naître. Hiroshi s'approche lentement de son amante, qui tient le nouveau-né délicatement dans ses bras. Elle lui dit qu'elle a réfléchi à comment l'appeler, et lui demande quel était le nom de son père. Hiroshi lui explique que William était en réalité son beau-père, et que le vrai nom de son père était Kentaro. C'est à ce moment-là qu'ils décident ensemble de donner ce nom au bébé. En tenant Kentaro dans ses bras pour la première fois, Hiroshi n'a pas pu s'empêcher d'esquisser un sourire, même si l'enfant n'était pas prévu, et que son arrivée n'était pas quelque chose qu'il désirait à l'origine. Le fait était désormais une réalité inévitable. Alors que cet événement si nouveau et heureux transformait la vie de son père, la petite Kate restait seule dans sa chambre, attendant patiemment le retour de Hiroshi, pour finir de chanter ensemble cette chanson interrompue. Cependant, le récit nous ramène brusquement au présent, nous plaçant à l'instant précis où Hiroshi découvre la lettre de sa mère. Le document contient le secret révélateur de son aventure avec Lee, et surtout, l'aveu de son profond amour pour lui. Lorsque Keiko le poursuit à travers les lieux, déterminé à discuter du contenu de ce qu'il vient de lire, Hiroshi choisit de détourner la conversation. Avec une urgence évidente, il mentionne la menace imminente du Titan, qui se dirige vers Santa Soledad, essayant d'éviter le conflit émotionnel à tout prix. Bien que cette découverte soit clairement un choc, la vérité est que Bill est parti alors qu'il n'était qu'un enfant, l'abandonnant à son sort. Keiko tente de minimiser les faits. Elle lui affirme qu'il s'agissait d'une simple erreur isolée, jamais répétée. Pourtant, les mots sur le papier laissent entendre quelque chose de plus profond. Keiko lui confie qu'elle l'a aimé, l'aimera toujours, et aurait voulu une vie commune à une autre époque. Sa déclaration ne ressemble en rien au regret d'une erreur. Hiroshi lui reproche que la lettre se trouvait cachée parmi les affaires de Bill, ce qui suggère qu'il a toujours su ce qu'elle avait fait. Maintenant, Hiroshi a une idée assez claire sur la véritable raison de son abandon. Avant de se retirer, il lui lance quelques derniers mots pleins d'amertume, lui disant qu'il regrette beaucoup sa perte, mais qu'elle garde encore son autre grand amour. Quant à la possibilité de réparer leur relation, il lui avertit froidement qu'elle peut oublier cela, car ce n'est plus nécessaire et il n'a plus envie de réessayer. À cet instant précis, le récit nous transporte directement à Santa Soledad, un petit village situé au sud, où le Titan revient ponctuellement chaque année. Cependant, cette fois-ci, le paysage a changé de façon radicale. On n'observe plus les anciennes cabanes en bois, mais plutôt une installation complète d'Apex Cybernetics, équipée de toute la technologie de pointe nécessaire pour intercepter la créature. May est l'une des premières à arriver avec sa nouvelle patronne. Elle entend qu'il ne reste que 13 heures avant l'apparition du Titan. Ils doivent donc se dépêcher. Sa supérieure est convaincue que le code développé par May pourrait être la clé définitive pour le contrôler. Ella no se siente capaz de estar a la altura de semejantes expectativas. Quant à Hiroshi, on le retrouve debout devant le hangar, plongé dans le chagrin et profondément en colère contre lui-même et contre le reste du monde. À ce moment-là, Lee apparaît pour le confronter, lui assurant que ce n'est pas la voie qu'il doit suivre. Il ne peut pas passer le reste de ses jours à être amer à cause des actions ou des omissions des autres, mais il doit se concentrer sur la construction de son propre avenir. Hiroshi a consacré tant de temps à sa colère qu'il se sent maintenant perdu et sans direction. Lee lui rappelle que le passé est immuable et qu'il ne faut pas gaspiller son énergie à s'y attarder. Le vieil homme ne pense pas que Hiroshi oubliera ou fera comme si rien n'était arrivé, mais il lui rappelle une vérité inéluctable. Parmi toutes les personnes qui ont perdu un proche ou quelqu'un d'important, il a eu la chance de retrouver sa mère. Cependant, dès l'instant où il l'a retrouvée à ses côtés, il ne s'est consacré qu'à une seule chose, l'éloigner.
Lee lui lance une question incisive sur le fait de savoir si c'est vraiment à cela que se résume son existence. Il lui signale qu'il reproche à sa mère une faute qu'il a commise aussi. Elle a aimé 2 hommes, lui, 2 femmes. Il révèle qu'il sait que Kate et Kentaro n'ont pas la même mère, un secret que Hiroshi pensait avoir bien caché. Au même moment, Tim tente désespérément de convaincre le directeur Harris de faire confiance à son instinct. Tous deux se dirigent vers le Chili. Mais, selon les informations officielles que le directeur a reçues d'Apex Cybernetics, le Titan a été aperçu récemment en Allemagne. C'est pourquoi Harris exige qu'il rentre immédiatement. Cependant, Tim lui révèle une information clé. Bill Randa a dessiné une carte migratoire détaillée, et c'est précisément cette piste qu'Apex suit en secret. Tim se demande pourquoi, ayant volé le travail de Bill et Hiroshi, ils n'ont pas partagé cette découverte avec leur principal allié. Face à cet argument, le directeur Harris décide de lui accorder à peine 2 heures pour obtenir des preuves solides que le géant se dirige réellement vers le Chili. S'il parvient à le prouver, Harris soutiendra son initiative. Sinon, Tim risquera définitivement son emploi. Pendant ce temps, à bord d'un avion militaire, Keiko en profite pour demander à Kate de lui parler de son expérience traumatisante à San Francisco. La jeune femme lui avoue qu'au moment où elle a touché l'eau, elle a ressenti quelque chose d'étrange, une sorte de chanson transmise par des vibrations profondes. Cependant, alors qu'elle essaie d'approfondir cette idée, Kentaro intervient pour se moquer, suggérant avec sarcasme qu'elle devait sûrement être ivre à ce moment-là. Elle admet qu'il pourrait avoir raison, mais cela n'efface pas de son esprit la sensation nette qu'elle a eue en faisant ses adieux à Keiko. Elle a l'impression d'entendre une voix désespérée. Ils arrivent à Santa Soledad en moins de 2 heures. Ils doivent donc revoir le plan immédiatement. Keiko leur révèle alors que dans ce village chilien, le Titan revenait régulièrement pour ses petits. Maintenant, si la créature se dirige vraiment dans cette direction, il est très probable que ce que Keiko a vécu avec Lee sur cette île se reproduise. Selon les informations qu'ils ont recueillies lors de leur intrusion dans les installations d'Apex, l'organisation cherche désespérément un moyen de contrôler le Titan. C'est pourquoi, ce que Lee espère trouver, c'est une sorte de station ou de base improvisée, équipée de radars et d'émetteurs de signaux similaires à ceux que May a créés. Cela lui donne la certitude qu'elle sera là-bas. Quelques heures plus tard, l'équipe se retrouve enfin sur les mêmes terres que sa mère a foulées il y a tant d'années. Hiroshi marche à l'écart du groupe, tandis que Kentaro discute avec sa demi-sœur des actions de leur père dans sa jeunesse. Pour Kate, Kentaro et sa mère n'étaient rien de plus que la famille de rechange d'Hiroshi, comme s'il se préparait à un éventuel échec avec la mère de Kate, ce qui lui cause un profond malaise. En pensant qu'il les a tous les deux abandonnés, Kentaro lui confie que Hiroshi a été anéanti en la croyant morte. Pendant près de 2 ans, il s'est laissé aller, plongé dans une immense tristesse qui le consumait jour après jour. C'est pourquoi il insiste pour qu'elle ne doute pas de l'amour de son père, malgré ses nombreuses erreurs. Plus tard, à l'écart de l'équipe, Keiko demande avec une totale sincérité à Lee pourquoi il a décidé de garder la lettre qui a causé tant de problèmes. Il lui avoue avec amertume que ce papier était la seule chose qui lui restait d'elle. Il lui demande d'admettre qu'il a aussi été détruit, et qu'elle ne peut pas lui reprocher d'avoir gardé espoir grâce à ses mots. Lee admet qu'il avait l'habitude de lire la lettre de temps en temps, et qu'il en venait même à se mettre en colère contre lui-même de ne pas s'être battu davantage pour elle quand il en était encore temps. Au mariage de Kentaro, il précise fermement à sa femme qu'il n'y a rien à arranger, même si elle propose une solution. Hiroshi mérite des excuses, mais il est clair qu'il n'est pas prêt à les accepter. Il reste convaincu que son père est parti à cause de cette lettre. Il faut donc lui laisser du temps. Pendant ce temps, à la base d'Alpex, Jason annonce de mauvaises nouvelles à sa chef. Les radars détectent que le navire de Monarch s'approche du périmètre de sécurité qu'ils ont établi en mer. Il est évident que le faux signal en Allemagne n'a pas fonctionné. Et maintenant, leur plan est en danger. De arruinarse por completo. Brenda lui donne son autorisation totale pour éviter toute intervention dans le plan. Ils ne veulent pas que les clowns de Monarch sabotent ce qu'ils ont mis si longtemps à bâtir. Pendant ce temps, elle s'occupera personnellement de vérifier que sa nouvelle employée ne divulgue pas d'informations dans son dos. Ce que Brenda ignore complètement, c'est que Lee et son équipe se trouvent à seulement quelques centaines de mètres de son campement, obtenant enfin la confirmation nécessaire pour que Tim puisse convaincre le directeur. Harris dit qu'Apex n'est pas une organisation digne de confiance. À la base, le plan exact de Brenda pour contrôler le Titan est révélé. Ils sont conscients que la simple émission d'un signal n'a pas fonctionné pour Monarch dans le passé. C'est pourquoi elle a opté pour une méthode beaucoup plus directe et sans intermédiaire. Il s'agit d'un missile transporté par un drone de haute technologie.
conçu pour s'incruster dans la peau du titan et envoyer une onde directement à son cerveau. Une approche un peu plus archaïque, mais supposément efficace. Pendant qu'ils discutent, Brenda informe May que ses amis, les Randa, sont en train d'arriver. Même si May le sait déjà, elle essaie de feindre la surprise pour ne pas trahir son alibi. Cependant, Brenda n'est pas du tout stupide, et à partir de ce moment, elle ne lui fournira que les informations strictement nécessaires pour qu'elle accomplisse son travail. De retour avec Lee, l'équipe repère une base de monarques à exploiter. Avant de risquer le groupe, il part en éclaireur pour l'inspecter. L'endroit est signalé comme étant le poste de surveillance numéro 27, donc ce n'est rien de plus. Les documents abandonnés. Lee confirme que l'organisation a attendu 10 ans le retour du Titan avant de se résigner et d'abandonner définitivement l'île. Ils découvrent aussi que les villageois sont partis peu après leur arrivée, les accusant d'avoir rendu la terre malade. Près du lit, Keiko trouve un des dessins de Hiroshi et confirme que Billy a été présent à cet endroit à un moment donné dans le passé. Cette découverte est extrêmement triste pour elle, et Lee s'empresse de lui offrir son soutien. Mais Hiroshi est encore contrarié et décide de partir brusquement. Les larmes de sa mère ne signifient rien pour lui en cet instant précis. En voyant sa réaction, Keiko sort pour essayer de lui parler en tête-à-tête. Elle commence par lui assurer que malgré ce qu'il a lu dans cette lettre, il ne doit jamais douter qu'elle a aimé Billy de tout son cœur. Elle l'a choisi par-dessus tout et elle regrette profondément qu'il ait dû apprendre la vérité d'une manière aussi douloureuse. Hiroshi reconnaît qu'en lisant la lettre, il a ressenti une grande colère contre eux deux pour ce qu'ils avaient fait à son père. Il en est même venu à penser que l'abandon de Billy était une forme de vengeance dirigée contre son propre fils. Cependant, maintenant qu'il a eu le temps de réfléchir calmement, il se sent étrangement soulagé. Pendant des années, il a porté la culpabilité, persuadé que Billy était parti à cause de lui. Cependant, maintenant que la véritable raison a été révélée, la seule réalité tangible est que son père ne l'a jamais aimé pleinement, ou du moins, pas de la manière dont il le pensait. En entendant son fils, Keiko se jette sur lui et le serre dans ses bras. Hiroshi la remercie sincèrement de lui avoir retiré ce poids. Il sait désormais que c'est elle qui a déçu Billy, pas lui. Keiko avoue que, le jour de la chute dans la crevasse, ils l'ont supplié de ne pas agir et ont offert de prendre sa place. À ce moment critique, Billy et Lee ont tous deux tendu la main pour l'aider, mais comme elle n'a pas pu, elle n'a pas su décider laquelle des deux mains saisir. Elle a fini par perdre des années de sa vie piégée dans la faille, loin de tout ce qu'elle aimait. Hiroshi admet qu'après tout, ils ne sont pas si différents. Tous deux ont commis des erreurs, mais au moins ils sont encore en vie pour essayer de les corriger. À ce moment-là, la narration nous transporte à un souvenir de l'année 2014. La nuit où Hiroshi avait prévu de rentrer chez lui pour passer du temps avec sa famille. Après un mois d'absence, il a reçu un appel inattendu de Tim. Le contact a eu lieu exactement au moment où il s'apprêtait à insérer la clé dans la serrure de sa maison. Tim lui a annoncé qu'un bateau de pêche avait trouvé un sac à dos avec l'emblème de Monarca et le nom de Billy gravé dessus. L'objet était rempli de toutes ses recherches, de cartes détaillées, de notes personnelles et de cassettes audio, du matériel que selon Tim, Hiroshi devait examiner immédiatement. Cependant, Hiroshi admit d'un ton assez froid qu'il ne connaissait pas si bien son père et demanda à Tim de s'occuper lui-même de la découverte. Tim lui rappela fermement qu'il s'agissait de son propre père. S'il y avait quelqu'un au monde pour analyser ce contenu et en extraire quelque chose de précieux, c'était lui. Ces paroles ont-elles convaincu Hiroshi de retirer sa main de la porte et de repousser la visite à sa famille ? Demanda-t-il de nouveau. Tim est actuellement sur la passerelle de commandement. Lorsque le sonar détecte un objet s'approchant à grande vitesse à moins d'1 kilomètre, le contact vient juste de faire surface, et ils n'ont pas pu le détecter plus tôt à cause de la grande profondeur de ses eaux. Sa trajectoire coïncide parfaitement avec la position du navire, et les capteurs indiquent qu'ils auront une collision imminente dans les 18 prochaines secondes. Avec si peu de temps pour réagir, le capitaine ordonne de changer de cap à toute vitesse, et le navire parvient à éviter le Titan. Par pur hasard, la créature se dirige directement vers le village, et vu la vitesse à laquelle elle va, ils ne seront pas capables de l'atteindre à temps. Ils doivent donc prévenir Lee qu'ils ne pourront pas être présents pour le moment crucial. Pendant ce temps, à la base d'Apex, Brenda reçoit la mise à jour sur la position du Titan. Il se trouve à 16 km, et s'approche depuis le sud-est, suivant exactement la trajectoire indiquée sur la carte. Qu'ont-ils volé ? Les recherches de Billy. Elle se charge d'informer ses supérieurs que tout se déroule comme prévu. D'un autre côté, Lee et son équipe ont réussi à atteindre le village, mais l'endroit est rempli de soldats d'Apex qui patrouillent dans la zone. Face à cette situation, ils sont obligés d'utiliser les quelques souvenirs qu'ils ont du lieu pour se déplacer sans être détectés par l'ennemi. Depuis la position de la taverne, ils parviennent à apercevoir May, qui est concentrée,
ajoutant les derniers détails à son code pour établir le lien synaptique qui leur donnera le contrôle. Et un contrôle total sur le titan Jason, qui auparavant s'était montré très aimable avec elle. En croyant qu'elle est la créature, elle prend l'apparence de la créature, elle devient la créature, elle agit comme la créature. Protegiéndola. Cela permet à Lee de s'approcher un peu plus et de faire signe à May de s'approcher. Dès qu'elle entre dans la cabane, Kate lui demande durement ce qu'elle pense être en train de faire. Et May lui révèle enfin les plans d'Apex. Contrôler le titan pour s'assurer qu'une tragédie comme le jour G ne se reproduise jamais. En entendant cela, Kate se retient de la traiter de naïve, mais May lui rappelle fermement que la seule raison pour laquelle le titan se trouve à cet endroit, c'est à cause d'elle. Par conséquent, elle ne peut rien lui reprocher. Alors qu'elle essaie seulement de réparer sa propre erreur avant de partir, mais les supplie de ne pas gêner le processus. Le lien synaptique est, selon elle, la solution définitive pour maintenir le titan éloigné des zones peuplées. Bien que Keiko trouve cette manipulation un peu cruelle, Lee ne peut s'empêcher de donner raison à May d'un point de vue pragmatique. Cependant, la question demeure. Pourquoi Apex a-t-il caché toute cette opération à Monarch et au reste du monde? Si leurs intentions sont vraiment aussi nobles, un tel secret n'a pas de sens. Face à ce doute, l'équipe décide de changer l'approche de son plan initial. Au lieu de saboter le drone et de ruiner les plans d'Apex, ils découvriront d'abord leurs intentions réelles, puis décideront comment agir. Cependant, pour Lee, la situation est assez claire. Le lien pourrait non seulement prévoir un autre voyage, mais aussi en provoquer un. Si Apex décidait de diriger le Titan vers une zone peuplée, il n'y aurait rien que le monde puisse faire pour les arrêter, car tout le monde penserait que la créature agit de son propre chef. Le lien transformerait le Titan en esclave et en arme en même temps. Une arme qui pourrait être vendue au plus offrant et qui, pour le reste du monde, semblerait totalement incontrôlable. Quelques secondes plus tard, toute l'île commence à trembler violemment, et des milliers de scarabées émergent de la grotte pour rejoindre leurs protecteurs sur la plage. À ce moment précis, Brenda ordonne à tout le personnel de quitter la plateforme de lancement, et Lee indique à l'équipe que c'est maintenant, ou jamais. Tout le monde se précipite avec la ferme intention de saboter le drone, car ils ne peuvent pas permettre à Apex de transformer le Titan en une arme commercialisable. Cependant, avant qu'ils n'atteignent leur objectif, les caméras de sécurité les détectent, et Brenda ordonne d'avancer le lancement du dispositif. Le drone décolle sans problème, emportant le missile avec le lien et laissant Lee derrière. À la merci des scarabées dévalant la montagne, le vieil homme ne peut que se jeter au sol et les laisser passer au-dessus de lui. Sa chance est telle que cette fois-ci, les scarabées semblent ne pas avoir faim et passent directement au-dessus de lui, ne lui causant qu'une blessure superficielle à la jambe. L'équipe accourt pour la soutenir dès que la menace s'éloigne, mais Kate remarque alors ce que les autres ignorent. Elle peut entendre l'appel du Titan avec une clarté totale dans son esprit, ce qui la pousse à s'approcher du rivage pour l'observer de près. L'énorme créature ne s'approche pas seulement d'elle, mais elle lève aussi ses tentacules, dans un geste qui ressemble à un salut. Lorsque Hiroshi se rend compte que Kate n'est pas avec le groupe, il sort de la taverne pour la chercher et découvre ce qui se passe. Sa fille est à une rencontre rapprochée avec le Titan, qui ne semble pas vouloir lui faire de mal. Cependant, ce calme s'est brusquement interrompu lorsque le drone fait son apparition dans le ciel. Armé du missile, l'appareil survole la zone, cherchant la trajectoire idéale pour effectuer un tir précis. Pendant ce temps, Kate avance lentement vers la créature qui semble n'attendre qu'elle pour s'en aller. À cet instant précis, Brenda donne l'ordre de tirer, et le missile est lancé vers le crâne du Titan. Celui-ci réagit en levant l'un de ses tentacules pour se défendre et bloque le projectile. Mais cela ne bloque pas la connexion, cela la retarde seulement. Dans son esprit, le Titan ressent une douleur atroce, alors que cette souffrance est ressentie par toutes les créatures qui maintiennent un lien avec lui, ce qui inclut Kate. Elle ne peut s'empêcher de ressentir une douleur profonde dans son cerveau, qui la fait tomber immédiatement. En voyant cela, son père se précipite pour lui venir en aide. Simultanément, le Titan lutte contre les impulsions extérieures, et le système commence à défaillir, lorsque la charge neuronale dépasse la capacité du code de May, révélant que la créature ne possède pas un seul cerveau principal. De plus, des scarabées ont commencé à agir comme un système de défense collectif, se rassemblant en masse autour du tentacule où le missile est incrusté, pour le couper et libérer leur protecteur de l'influence ennemie. Lorsque les petits scarabées parviennent à sectionner le membre, celui-ci tombe lourdement sur le village. Tout près de l'endroit où se trouvaient Kate et son père, tous deux commencent à fuir désespérément pour éviter d'être écrasés. Néanmoins, cela n'empêche pas Kate de subir un violent choc en tombant contre le puits situé au centre du village.
Le plan de Brenda a échoué lamentablement, et avant de s'enfuir, Jason vole les disques durs avec les informations de la mission. Pendant ce temps, le Titan utilise le reste de ses tentacules pour détruire complètement la base. Après la dévastation, Kate trouve son père avec une profonde blessure à la poitrine, perdant une quantité alarmante de sang dans ses derniers instants de vie. Hiroshi demande pardon à son fils pour avoir manqué tant de moments fondamentaux de sa vie, et pour toutes les erreurs commises dans le chemin. Keiko arrive quelques secondes plus tard pour l'accompagner jusqu'à la fin, allant jusqu'à lui chanter doucement la même chanson qu'il avait l'habitude de lui fredonner au téléphone. Pendant ces années où ils se manquaient profondément, cette mélodie apporte à Hiroshi la paix, la tristesse et la tranquillité nécessaires pour mourir en paix, en entendant la voix de sa mère, tandis que Kate le supplie désespérément de ne pas abandonner. Simultanément, le navire de Monarca arrive enfin sur les lieux pour tenter de limiter la catastrophe et apporter des soins médicaux aux blessés. Malheureusement, leur arrivée se produit trop tard pour sauver Hiroshi. D'un autre côté, Jason parvient à s'échapper dans une camionnette en transportant les données de la mission, lesquelles pourraient valoir des millions pour tout acheteur intéressé. Lorsque Kentaro revient avec l'aide nécessaire, il n'y a déjà plus rien à faire pour son père qui a quitté ce monde. Le chapitre se termine ainsi, plongeant tous les présents dans un moment de tristesse absolue et profonde.